Pour planter le décor, c'est bien le reportage de Armel Dossou-Kago que je vais vous inviter à visionner. Et ça porte sur la microbiologie. On regarde. La microbiologie, en français facile, c'est l'étude des êtres invisibles à l'œil nu. Lorsque nous parlons de microbes, lorsque nous parlons de micro-organismes, nous parlons de ces êtres-là qui ne peuvent pas être observés à l'œil nu. Du laboratoire à l'agriculture en passant par l'élevage, la microbiologie joue un rôle important dans plusieurs secteurs, notamment le secteur primaire. Donc, parlant de l'agriculture, il y a la microbiologie agricole. D'accord? Donc, de nos jours, pour moderniser l'agriculture, on utilise les rhizobactéries. Ce sont des bactéries, d'accord, qui sont utilisées pour améliorer le rendement au niveau des cultures. Ces bactéries agissent le plus souvent au niveau du sol, d'accord, permettre à la racine des plantes de fixer l'azote du sol. Pour augmenter le rendement de leur production, les maraîchers utilisent les fientes de volaille pour fertiliser le sol. Une pratique qui a fait l'objet d'une étude en microbiologie. C'est très intéressant parce que les fientes de volaille renferment beaucoup de nutriments qui permettent une bonne production maraîchère. Mais le problème, c'est que ces fientes de volaille proviennent d'organismes vivants, donc susceptibles de porter des micro-organismes pathogènes. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies avant l'utilisation de ces fientes, qui sont en réalité des déchets de poulets et qui peuvent avoir été infectés pendant leur élevage, eh bien, le consommateur, à la fin de la chaîne, se retrouve en danger. Une fois le diagnostic posé, les biologistes ont apporté des solutions pour une utilisation efficiente des fientes de volaille. Nous avons posé l'état des lieux sur différents sites maraîchers du sud Bénin et nous nous sommes dit il ne faut pas s'arrêter là uniquement, il faut aller au-delà. Nous avons présence de bactéries dans ces différentes fientes-là, il faut aller au-delà. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé simplement les propriétés compétitives de différents micro-organismes pour résoudre le problème. Pour une modernisation de l'agriculture, il faut non seulement la mécanisation, mais la recherche et ses différentes branches. La microbiologie est aujourd'hui l'une de ces branches au service du développement agricole. Et voilà qui plante donc le décor de ce premier plateau, le monde agricole. On pensait qu'elle ne s'utilisait qu'en médecine. Les agronomes s'en servent aussi. Donc il s'agit de la microbiologie qui sera au cœur de nos échanges avec Estelle Pazou à ma gauche et son invité à ma droite. En tout cas, vous faites face. Docteur Anissé Dassou, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le grand rendez-vous. C'est un plaisir pour moi. Alors, nous allons parler donc de la microbiologie. Je rappelle que vous êtes un agroécologiste. Je vous laisse en compagnie de Estelle Pazou. Estelle. Bonsoir, Karama Tagbatao. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, la microbiologie s'applique à plusieurs autres domaines comme l'environnement, la biotechnologie. Mais aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à la microbiologie et l'agriculture. Alors, monsieur Anissé Dassou, quel est le rôle, sinon l'apport de la microbiologie dans l'agriculture? Vous savez, la microbiologie est la science qui étudie les micro-organismes. Et plusieurs de ces micro-organismes se trouvent dans le sol. Et ces micro-organismes sont constitués de bactéries, de champignons, des actinomycètes qui contribuent à la fertilisation du sol. Comment ces micro-organismes contribuent à la fertilisation du sol? Ces micro-organismes favorisent la décomposition des matières organiques en matières minérales. Et ce sont ces matières minérales que la plante utilise pour son développement. Donc c'est le rôle de la microbiologie en agriculture. Alors, parmi les études, il y a eu celle de la fiente de volaille. Qu'en est-il exactement? Oui, les fientes de volaille sont des excréments produits par les volailles pondeuses. Et dans ces fientes, il se trouve des bactéries, des champignons et des actinomycètes qui sont des micro-organismes. Et ces fientes sont souvent produites sous différentes formes. Ça peut être en fosse profonde ou soit sur tapis à l'air libre ou bien sous des hangars. Donc ce sont les producteurs qui arrivent à le faire
Et ces fientes sont utilisées pour améliorer la fertilisation du sol en agriculture. Mais dans le reportage que nous avons suivi, il y a des micro-organismes qui seraient nuisibles à l'homme. Et quels ont été les résultats? Actuellement, dans notre laboratoire, nous ne faisons pas de recherches sur ces micro-organismes qui sont nuisibles à l'homme, mais à partir du reportage, je viens de constater qu'il y a des études qui se font et qu'ils arrivent à identifier ces micro-organismes pour pouvoir les enlever de ces fientes de volaille pour ne pas nuire à l'homme. Et comment les travaux en laboratoire peuvent favoriser l'agriculture écologique? Plusieurs études en laboratoire se réalisent en agroécologie. Par exemple, de mon côté, je suis en train de travailler sur les ennemis naturels des ravageurs. Et grâce à cette étude, nous allons conseiller aux producteurs de ne plus utiliser les produits chimiques qui causent beaucoup de dégâts pour l'environnement et la santé de l'homme. Et comme ennemi naturel des ravageurs, un exemple? Oui, vous savez que dans un agroécosystème, il y a plusieurs insectes. Il y en a qui sont nuisibles à la plante et d'autres qui profitent à l'homme. Et ces insectes qui profitent sont souvent les araignées et sont souvent les coccinelles ou les forficules. Comme arthropodes, il y a aussi les araignées qui consomment les insectes ravageurs. Et ces insectes sont donc bénéfiques à l'environnement puisque ces insectes consomment les ravageurs qui causent de dégâts sur les cultures. Monsieur Dassou, j'ai une petite question pour vous. Vous savez, on tend beaucoup plus aujourd'hui vers une agriculture intégrée, c'est-à-dire sur une exploitation. Il y a déjà l'agriculteur qui a tout de l'élevage. Il peut avoir de la fiente et la fiente qui va le servir donc pour alimenter, n'est-ce pas, ses cultures maraîchères et autres. Dites-nous, est-ce que l'agriculteur, sans forcément passer par le laboratoire, est-ce qu'il peut certifier de la qualité d'une fiente ou pas? Non. L'agriculteur actuellement ne peut pas se passer des recherches de laboratoire, puisque avec ces recherches, nous arrivons à faire sortir des nouvelles technologies qui profitent à l'agriculteur. Et par exemple, lorsque nous prenons le cas des micro-organismes qui sont nuisibles à l'homme, et vous voyez que l'agriculteur lui-même ne peut pas identifier ces micro-organismes. Donc c'est grâce il faut forcément par la recherche. Laboratoire. Oui. Alors quand vous avez fait ces recherches, quand vous dans les laboratoires vous faites les recherches par rapport à telle ou telle autre culture, les résultats finalement, qu'est-ce que vous en faites? Et à partir des résultats, nous faisons souvent la sensibilisation des producteurs sur les nouvelles technologies développées au laboratoire, et aussi nous faisons des formations des producteurs. On les forme sur ces nouvelles technologies développées à partir de la recherche. Et est-ce que sur le terrain, ils sont réceptifs? Oui. Oui, c'est souvent difficile pour les chercheurs de convaincre les producteurs parce qu'ils sont habitués depuis des années à des pratiques agricoles qu'ils ont maîtrisées depuis des années. Et c'est difficile. Des connaissances empiriques. Hein? Oui, ils tiennent ça de leurs parents et ainsi de suite, de génération en génération. Exactement. Et c'est difficile pour eux donc de se débarrasser de ces pratiques agricoles que nous jugeons par moments non adaptées à la recherche. Mais les paysans, parfois, ils se plaignent du fait que les résultats des recherches ne leur sont pas accessibles. Moi, j'ai côtoyé pas mal de producteurs et ils se plaignent de ce fait-là. Oui, dans ce cas, je vous ai dit que nous faisons des formations aux producteurs, mais il faut des financements pour le faire. Et donc, c'est ça qui fait que nous ne sommes pas réguliers avec eux. Parce que si nous n'avons pas les financements, on ne pourra pas organiser donc, des formations pour les producteurs. Donc, la recherche de projets, la recherche de financement plutôt pour les projets,
n'est souvent pas facile pour nous, chercheurs d'abord. Et c'est ça qui fait que, bon, par moment, on n'arrive pas à toucher vraiment les producteurs en ce sens. Et ils se plaignent aussi, Estelle Pazou, du fait que ça ne se fait qu'en français. Et puisque vous savez aujourd'hui que nos agriculteurs, ils sont pour la plupart des analphabètes et tout. Tout le monde n'arrive pas à lire. Voilà, tout le monde n'arrive pas à lire. Donc, du coup, ils se sentent un peu éloignés de ces réalités du laboratoire. Oui, c'est vrai. Mais actuellement, il y a les radios locales qui nous aident beaucoup dans ce sens. Et tout le temps, nous travaillons avec les journalistes des radios locales pour passer les informations aux producteurs. Alors, quels sont déjà les produits, sinon les cultures spécifiques qui ont bénéficié ou bien qui ont été objets de recherche dans vos laboratoires? Il y a l'IAM. Et sur l'IAM, nous arrivons à développer des variétés, des variétés améliorées pour une production de qualité. Et également, nous travaillons sur le bananier. Et tout récemment, nous avons fait une étude sur la diversité des bananiers qui existent au Bénin afin d'identifier les variétés qui donnent de meilleurs rendements. Et ensuite, après ça, nous allons commencer par faire la production de semences de ces bananiers pour les mettre à la disposition des producteurs. Et quand vous parlez d'IAM, d'une récolte conséquente d'IAM, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Vous savez qu'il y a plusieurs variétés d'IAM. Et parmi ces variétés, il y en a qui donnent de bons rendements, c'est-à-dire en termes de productivité, et il y a aussi la qualité. Et en termes de cycle de production aussi. En termes de cycle de production. Et par rapport aux études, nous arrivons à faire sortir des variétés améliorées qui peuvent avoir ces caractéristiques que je viens de citer. Il y a un exemple de variété? Il y a la variété Labocor que vous connaissez. Qui est tant prisée, hein? Oui. Le Labocor qui est vraiment prisé par les populations. Oui. Donc, avec la variété Labocor et la variété Niédou, nous sommes en train de faire des croisements pour pouvoir faire sortir des variétés améliorées et qui peuvent avoir les caractéristiques des variétés de Labocor et des variétés de Niédou. Vous savez, les variétés Niédou donnent de gros tubercules, alors que la variété Labocor est bien sucrée et bon pour ignampilé. Et quand on fait le croisement de ces deux variétés, on peut avoir des variétés d'igname qui vont posséder les caractéristiques de ces deux variétés. Voilà. Et après l'igname, vous avez parlé de bananier. Le bananier. En fait, moi, j'ai fait mon doctorat sur le bananier au Cameroun et en France. Donc, j'avais fait le terrain au Cameroun et mes études en France. Et à partir de là, j'avais pris des contacts avec le Centre africain de recherche sur les bananiers et plantains au Cameroun. Et j'étais allé encore me faire former sur la production de semences. C'est mon patron qui m'a envoyé, le professeur Alexandre Dancy, pour cette formation. Et après ça, on a installé dans notre université des systèmes de production des semences de bananiers par la technique PICF qui permet d'avoir plusieurs plantules de bananiers à partir d'un seul pied de bananier. À partir d'un seul pied de bananier, on peut avoir jusqu'à 20 ou 30 plantules de bananiers. Donc vous voyez que le nombre est vraiment important. Ça fait environ combien de régimes de bananes? Non, un bananier donne un régime. Dans d'autres cas, on peut en avoir deux. Mais un bananier donne un seul régime. Donc, vous voyez, avec un seul bananier, on peut avoir jusqu'à 20 régimes. Monsieur Dasso, je suis tentée de vous demander, mais pourquoi cette penchée sur le bananier? Pourquoi pas autre chose? C'est-à-dire que le bananier est une culture d'avenir vraiment qui pourra aider à accroître les... Vous voyez, quand on circule un peu à Cotonou, les bananes qui sont souvent vendues au bord des voies sont des bananes importées. Or, le Bénin a vraiment le potentiel pour pouvoir produire. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation où il n'y a pas assez de bananes au Bénin?
C'est parce que les producteurs n'ont pas souvent des semences de bananiers, des semences pour pouvoir les mettre sur des états. Dans ce cas, il faudrait appuyer un peu les producteurs. C'est ce qui nous a amené à travailler sur le bananier pour pouvoir produire les semences et aider les producteurs. Donc désormais, les semences existent. Désormais, les semences sur le territoire béninois. Oui. Et puis, Et on espère qu'après l'igname, la banane, peut-être le maïs, le sorgho, oui, plusieurs autres variétés qui vont aider à rentabiliser. Exactement. J'ai des collègues qui travaillent sur le sorgho et le mil et le maïs également. Okay. On espère aussi que les résultats seront vulgarisés dans plusieurs langues. Oui, oui, surtout, hein, il le faut. Oui. Il le faut surtout. Merci beaucoup. En tout cas, on aura compris assez de vous sur la microbiologie donc, et de son impact sur une agriculture saine et écologique. C'était donc avec nous le docteur Anissé Dassou, reçu par Estelle Pazou, que nous remercions.